Donc c'est bon, on va démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous, très content et ravi de vous retrouver pour ce live PSQVT. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir Raïssa Magandji, qui est chargée de mission handicap en entreprise adaptée, qui a été assistante sociale et qui est titulaire du Master 2 en management, santé et qualité de vie au travail. Voilà. Donc bonjour Raïssa. Bonjour Sébastien. Donc, vous allez nous présenter la communication non violente en entreprise. Voilà, c'est ça. Je vais parler également surtout de mon expérience un petit peu à communiquer, à pratiquer cette communication dans mon activité professionnelle. Mais avant ça, voilà, je voudrais qu'on voit un petit peu tout l'intérêt donc de cette intervention-là. Témoigner donc de l'importance d'adopter un mode de communication qui ne nuit pas à la santé de l'individu. Donc ça, c'est la communication non violente. C'est ce que je pratique depuis un certain temps et puis bon, j'en vois des effets en tout cas positifs sur moi. Et je voudrais qu'on en réussisse de toute façon à arriver à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons un petit peu tous face à l'autre et comment la personne et comment est-ce qu'on reçoit le langage de l'autre également. Et ça va être également un temps pour pouvoir mutualiser un peu sur nos expériences et puis échanger sur les bonnes pratiques. En fait. Concrètement, j'ai pas les clés de tout ça. Je suis pas formatrice en communication non violente. Je la pratique dans mon quotidien et je pense que c'est important de témoigner aussi que cette pratique fonctionne en tout cas. Alors, pour me présenter, je suis assistante sociale en fait de profession. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis diplômée. J'ai pu travailler donc dans le milieu, dans l'univers du travail social, que ce soit en France comme à l'étranger. Aujourd'hui, je vis en région centre, précisément à Orléans, où je suis beaucoup engagée donc dans des actions associatives d'insertion sociale et professionnelle. Je reste un peu dans mon cœur de métier. Et puis bon, récemment, je travaille comme chargée d'accompagnement social et professionnel dans une entreprise adaptée. On pourra revenir sur cette question, qu'est-ce que c'est que l'entreprise adaptée après, où j'ai la mission d'accompagner des personnes en situation de handicap, éloignées de l'emploi. Je travaille avec eux donc sur un projet professionnel et également d'insertion sociale. Et donc, j'essaye de travailler avec elles vers une sortie vers l'emploi durable. En fait, c'est ça. Également, j'interviens sur toutes les problématiques qui sont en lien avec la santé et la qualité de vie au travail. Parce que voilà, j'ai une formation qui me permet de le faire. J'ai une formation qui me permet d'agir sur toutes les questions liées au management, à la santé et à la qualité de vie au travail dans les entreprises. Alors, avant de commencer tout ça, donc l'intérêt donc de cette intervention, c'est de parler donc de tout ce qui est communication non violente. Moi, j'ai envie de partir un petit peu de vous, de votre approche de ce que c'est que la communication non violente. Donc, on va pour cela avoir ce sondage-là, partant de vous. Je ne sais pas si Sébastien, tu peux la mettre en ligne, ce sondage. Donc, sur qu'est-ce que la communication non violente, hein? Oui, exactement. Voilà, donc il est parti en ligne. Vous allez avoir à droite, vous pouvez accéder au sondage. Je vous fais 3 propositions pour vous ce que c'est que la communication non violente. Donc, vous pouvez voter en allant sur l'onglet sondage. Et puis voilà, les votes ont déjà démarré. Très bien. Je peux aller également sur le sondage. Tout à fait. Oui. Vous pouvez aller sur le sondage et vous allez voir les résultats. On a le nombre de votants et le pourcentage de réponses. Là, ce qui se dégage vraiment, c'est un mode de communication bienveillant. On est à 63%, 65% dessus. Et à égalité, ce sont des critiques positives et constructives ou un outil de travail pour les managers, à 18% chacun. Voilà. Donc, presque tout le monde a voté maintenant. D'accord. OK. Alors, je vais noter ça.
67% pour le mode de communication bienveillant. D'accord. Et à égalité pour les deux autres. On peut continuer sur l'intervention maintenant. Merci à vous pour avoir participé à ce sondage-là. Alors moi, je voudrais partir de ce que c'est que la communication aussi. Je vais reprendre vos réponses, hein, vous inquiétez pas. La communication, on est d'accord que c'est une forme de relation interpersonnelle qui existe entre deux individus. Elle a différentes formes. Donc, elle est interpersonnelle, elle est de groupe ou alors elle est de masse. Donc, concrètement, on va écrire quelque chose à quelqu'un, on communique. On va parler avec une autre personne, on communique. C'est toutes ces interactions qu'il existe avec les autres. Ça permet d'établir une relation, ça permet de transmettre un message à quelqu'un et de recevoir un message. Et puis, accessoirement, ça permet de nouer des relations qui sont... La manière dont la communication, dans le langage est utilisée est important, justement, parce que la manière dont on va parler à une personne va nous permettre soit de recevoir le message avec colère ou alors de la dire avec colère. Tout l'intérêt de la communication non violente, c'est de se dire, moi j'ai envie de recevoir les éléments que toi tu me dis et qui ne heurtent pas en gros mon bien-être. Et moi j'ai également envie de transmettre des informations sans pour autant heurter ton bien-être. Donc, la communication non violente, c'est pas moi qui l'ai écrit concrètement, c'est donc un psychologue, c'est Marshall Rosenberg, c'est un psychologue américain qui a étudié un petit peu sur le mode que les personnes communiquent. On part un petit peu du principe qu'on a tous un fond bienveillant, mais qu'à un moment, il y a des situations qui vont faire que on va émettre, on va avoir des comportements qui vont être violents, enfin, sans pour autant le savoir, envers les autres, ou alors on va recevoir des comportements violents d'autres personnes. Et il a étudié, il a donc un petit peu créé ce processus-là qui s'appelle la communication non violente pour justement être en mesure d'analyser le langage des autres ou le comportement des autres afin de faire une barrière pour que ces messages-là ne nous heurtent pas et qu'on puisse limite bien analyser ce que veut dire la personne pour que ça évite de nous heurter. Pardon. Alors, c'est un langage et interaction qui renforce notre aptitude à donner de la bienveillance et à inspirer aux autres le désir de faire autant. Donc, vous comprenez bien que lorsque je vais m'adresser à une personne de manière violente, elle va me répondre de manière violente. Or, si elle s'adresse à moi de manière violente et que je réussis à bien analyser les raisons du pourquoi la personne s'adresse de cette manière avec moi, déjà, je comprends mieux les choses, je suis moins heurtée, et je peux lui renvoyer de la non-violence, tout simplement. Cette forme de communication permet également de reconsidérer la façon dont nous nous exprimons, la façon dont on va demander les choses, la façon dont on va exprimer son sentiment, la façon dont on va dire également ses besoins. On va s'exprimer de manière différente. Ça demande, c'est de la transformation complètement. Ça demande au final un temps d'adaptation pour pouvoir répondre aux personnes et bien comprendre ce qu'ils veulent afin de pouvoir être en mesure également de dire les choses dont on a envie de la meilleure manière possible. Et ça, pour pouvoir parler avec les autres, recevoir ce qu'ils disent, ce qu'on demande, exprimer ce qu'on demande, ça demande de l'attente, de la patience, pardon, excusez-moi. Ça demande également de l'attention. Ça demande toutes ces choses, toutes ces choses en fait qu'on n'arrive pas à bien communiquer, à bien transmettre à l'autre, pardon, on est dans des situations de violence extrême, tout simplement. Voilà. Alors, pour continuer,
justement, lorsqu'on est dans des situations conflictuelles, on ne va pas être en mesure justement de savoir ce que c'est que concrètement les éléments, les langages qui peuvent devenir aliénants et qui coupent en fait la bienveillance chez les personnes. Là, j'en expose 4. Concrètement, dans le livre, dans l'ouvrage de Marshall Rosenberg, donc, Les mots sont des fenêtres, pareil, il parle de ces langages aliénants. Ces langages aliénants-là, c'est concrètement lorsqu'on va émettre des jugements moralisateurs, lorsqu'on va refuser d'endosser certaines responsabilités, donc on va rejeter la faute sur les autres. On va faire des comparaisons avec quelqu'un d'autre ou avec un autre groupe. Et après, ces langages aliénants-là qui coupent la bienveillance, c'est également demander quelque chose en exigeant d'une autre personne. Quand on travaille, en fait, quand on est dans l'univers professionnel, on a tendance à... le management, je ne dis pas tous les managers, hein, bien évidemment, mais on va tendance à émettre certains jugements facilement. On va également refuser certaines responsabilités en endossant, par exemple, à l'entreprise. Non, mais c'est pas moi qui décide, c'est comme ça dans l'entreprise. C'est un exemple. Et il est très facile également de faire des comparaisons. Donc, moi, je travaille aujourd'hui dans une entreprise où c'est facile de faire des comparaisons dans les groupes, par exemple, en disant, vous, aujourd'hui, vous avez moins bien travaillé que tel. Ça, c'est un exemple de comparaison qui entrave pour moi la bienveillance chez les personnes. Et il est tout à fait possible de demander des choses sans avoir à exiger. Une personne au travail qui est tout le temps en retard, donc vous avez remarqué que les retards sont fréquents chez une personne, on ne peut pas lui dire « je te demande d'être à l'heure ». Ça, c'est une forme d'exigence. Donc, on va adopter un autre langage pour faire comprendre à l'autre que ces retards-là causent un impact et qu'on va lui formuler une demande et non plus une exigence. Voilà. La communication non violente, c'est tout un processus. C'est tout un processus. C'est comment est-ce qu'on va recevoir l'information de la personne. Une personne qui va nous émettre un message qui est violent, ça nécessite déjà d'observer dans quel contexte la personne, elle émet d'observer et de le dire. Dans quel contexte la personne émet ce message. Ensuite, si dans cette observation-là, ça nous a heurté, il faut qu'on parle des sentiments que ça a éveillé en soi, tout simplement. Et après, des sentiments vont en découler un besoin. Voilà, j'exprime mon besoin que je calme, tout simplement. Et enfin, lorsque ni l'observation, ni les sentiments, ni les besoins ont été assouvis, donc dans la manière la plus bienveillante possible, on peut faire une demande qui est concrète à la personne. Comme je disais tout à l'heure, demander, mais ce n'est pas exiger. On va demander quelque chose pour satisfaire aux besoins de la personne, tout simplement. Mais pas exiger. Exiger, on est tout de suite dans la malveillance, pas dans la malveillance, mais dans un langage qui est aliénant et la personne, elle ne comprendrait pas si on ne lui a pas expliqué auparavant ce que moi je ressentirais au départ. Alors, communiquer de manière non violente, ça demande également de développer le sens de l'empathie. C'est même pas un sens en fait, hein, c'est tout simplement développer de l'empathie. Développer de l'empathie, c'est être en mesure de comprendre et avec tout le respect qui puisse exister, l'autre, ce que vivent les autres personnes. Alors, aujourd'hui, donc ça fait plus de 10 ans que je suis travailleur social, si je peux me permettre de dire ça. Je suis assistante sociale spécifiquement dans le monde du travail social. C'est la première chose en fait qu'on va apprendre à une assistante sociale, c'est d'écouter avec empathie, de montrer de l'empathie à quelqu'un. Donc forcément, toute ma vie professionnelle a été rythmée par l'empathie. Toute cette capacité à comprendre l'autre personne, à écarter toute forme de jugement
et être entièrement disponible pour cette personne pour pouvoir comprendre en fait ce qu'il ressent. Et il n'y a que comme ça que je vais pouvoir, en fait, en tant qu'assistante sociale, répondre à un problème d'une personne. Donc aujourd'hui, dans le monde, en tant que chargée de mission, c'est exactement ce qui se passe encore. Donc je suis toujours dans cette forme d'empathie. Parce que pour travailler, par exemple, sur un projet d'insertion sociale et professionnelle, je dois comprendre, par exemple, ce qui a fait qu'une personne soit restée 5 ans, 10 ans sans avoir travaillé et aujourd'hui qui a été animée par un besoin de travail. Donc, je dois écarter ces jugements-là en me disant, mais au final, cette personne-là, il a été fainéant pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais ce n'est pas les problématiques de santé qui ont fait que cette personne n'a pas travaillé, il y a peut-être autre chose, machin. Voilà. Je dois écarter toutes ces formes de jugement-là, comprendre la position de la personne pour pouvoir travailler avec elle sur un projet. Et le processus est long, hein. Le processus est long parce que tant que je n'ai pas créé un environnement de confiance, il va être difficile pour la personne que j'accompagne de se confier à moi et de se livrer à moi pour que je puisse bien l'accompagner. C'est donc l'empathie, ce n'est surtout pas donner des conseils. Si on dit je donne des conseils, dans ce cas-là, on est conseillère. On n'est plus dans l'empathie. Ce n'est surtout pas donner son avis non plus. J'ai appris à ne pas donner mon avis parce que par rapport à mon expérience passée d'assistante sociale et à mon expérience aujourd'hui, avant, une assistante sociale, elle va évaluer une situation et elle va être en mesure de donner son avis, donner en tout cas une meilleure orientation. Aujourd'hui, c'est complètement différent dans quoi je suis. Je m'enlève donc de ce rôle de donner des conseils et donner un avis parce que justement, en face, je souhaite responsabiliser la personne pour que ce soit elle qui me confie concrètement ce dont elle a besoin de faire ou où est-ce qu'elle a besoin d'aller. Voilà pour moi, en fait, tout ce processus de communication non violente me permet en tout cas d'être bien dans mon travail. Je rentre chez moi sans avoir la boule au ventre parce que j'ai été énervée de ne pas avoir dit quelque chose à quelqu'un. Donc, quand je dis quelqu'un, je parle des personnes avec qui je travaille. Et puis, bah, je suis contente aussi parce que j'ai pu recevoir de la personne ce que je voulais sans que ça puisse m'atteindre. C'est pas facile, c'est pas facile tous les jours parce que on sait que c'est un processus qu'on met en place, c'est un outil sur lequel on va travailler, mais qui doit pouvoir s'apprendre. Et ce sont des gestes à devoir adopter au quotidien. Donc, vous avez bien compris que c'est un processus qui permet d'observer, de dire ce qu'on observe plutôt, de parler des sentiments réels que ça crée en nous, de dire le besoin concret qu'on veut par rapport à la situation qu'on a observée et de faire une demande qui va correspondre à sa bienveillance. On va passer à un sondage également. Vous pouvez basculer sur la partie sondage. Donc c'est celui avec tous les choix, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, il est parti. Alors, par rapport à ce sondage-là, concrètement, par rapport à ce que je viens de dire, je voudrais que vous me disiez, vous, ce que vous en avez compris des composantes de la communication non violente. Et surtout, si vous les retrouvez dans la liste qui a été énumérée ici. Donc il y a, parmi les composantes, il y a donc l'observation, le besoin, le sentiment, le jugement, la demande, les exigences, la comparaison et puis la responsabilité. L'observation arrive en premier avec pour l'instant 67% et le besoin en deuxième avec 25% là. Le sentiment aussi,
est également exprimé dans le sondage. D'accord. Voilà. On a pu voter là? Oui, quasiment tout le monde a pu voter. Donc la majorité, c'est sur l'observation, 74%. Ensuite apparaît le besoin sur 21% et le sentiment à 5%. D'accord. Alors, en effet, il va manquer la dernière composante de la communication non violente. Alors, si je peux revenir sur justement ça, on voit bien que la principale, donc bien évidemment, ça commence par une observation. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que bah voilà, il y a de l'observation. Il y a également le sentiment, donc en deuxième lieu, c'est le sentiment, donc dire un petit peu ce que cette situation, ça éveille en soi. Le besoin, parce qu'on a besoin d'exprimer ces sentiments-là. Et il y a la demande. Donc, demander à quelqu'un, c'est maintenant concrètement, je vais donner un exemple. Une personne qui est en retard assez régulièrement dans votre travail, donc vous constatez que ce jour-là, voilà, elle est en retard. Vous lui dites, bah, je suis inquiet que tu sois aussi en retard, ou je suis étonnée que tu sois en retard, parce que c'est quelque chose qui ne ressemble peut-être pas à la personne, on ne sait pas. J'ai besoin que demain tu sois à l'heure à 8 heures, enfin j'ai besoin que tu sois à l'heure à 8 heures au travail. Donc vous lui faites la demande de manière bienveillante. Est-ce que tu peux être à l'heure demain à 8 heures, quoi, ou est-ce que tu peux être désormais à l'heure? Donc la frontière entre la demande et l'exigence, elle est toute petite, mais il faut juste faire attention de ne pas basculer souvent dans l'exigence. Mais en tout cas, sachez que la demande fait entièrement partie de la communication non violente. On demande sans exiger, voilà. Donc, vous avez compris après que tout ce qui était exigence, faire des comparaisons, la responsabilité et le jugement, c'était tous les langages dits aliénants qui existent. Et puis, de toute façon, on est tous des êtres humains, on en dit tous des langages aliénants. Et seulement, il faut savoir à quel moment, qu'est-ce qu'on souhaite pour nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que si on dit un langage aliénant à quelqu'un, on va forcément recevoir un langage aliénant. Voilà. Alors que si on communique de la bienveillance lorsqu'on va parler avec quelqu'un, forcément, on va en recevoir de la bienveillance. Ça demande à bien comprendre les personnes, hein. Ça demande à reformuler tout le temps pour comprendre le besoin de la personne, pour pouvoir avancer à répondre, à donner une réponse qui corresponde bien à ce que veut la personne ou à ce que moi je souhaiterais. Voilà, donc on a passé le sondage numéro 2. J'ai envie d'en arriver à la conclusion. Alors, pour en arriver à la conclusion, je vais reprendre le premier sondage qu'on avait pris tout à l'heure. Je vous demandais ce que c'était que la communication non violente. Pour vous, il y a 67 personnes d'entre vous qui ont dit que c'était un mode de communication bienveillant. Donc oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que dès lors qu'on accepte les choses avec bienveillance, on renvoie de la bienveillance et la personne va forcément se comporter de manière bienveillante envers vous. Des critiques positives ou négatives. Tout à l'heure, on en a parlé. Alors, les critiques, pour moi, c'est presque un mot qui est négatif. Mais on emploie de plus en plus ce terme pour dire qu'il existe des critiques qui sont positives et des critiques qui sont négatives. Je dirais plutôt que je parlerai pas en termes de critiques, véritablement. Donc, en fait, j'ai plutôt envie de dire que ce sont des moments ou des messages, plutôt des messages qui peuvent être dites de manière positive, mais également on peut se dire que si j'ai des choses pas bien à dire à une personne, je peux le dire d'une manière un peu plus bienveillante. Voilà. J'enlèverai pour moi la partie critique.
Et par contre, oui, en effet, 17% d'entre vous ont répondu que c'était un outil pour les managers. J'ai presque envie de dire oui, parce que aujourd'hui, moi, je travaille avec beaucoup de managers, euh, avec certains managers où bon, on connaît un petit peu tous les styles de management, donc je les ai tous. Hein. J'ai toutes les personnes qui sont participatives, j'ai les managers qui sont très autoritaires, j'ai les managers qui sont un peu dans la persuasion et tout ça. Je les ai tous, mais j'en ai aucun quasiment qui prend l'outil communication non violente pour pouvoir obtenir, on va dire, quelque chose de bien par rapport à son équipe. On peut pas travailler on peut pas donner des ordres, on peut pas exiger sans avoir expliqué en amont ce que ça devait faire, en fait. Je pense que oui, les managers devraient de plus en plus utiliser un mode de communication bienveillant plutôt que de la colère, de l'engueulade ou des crises ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis après, on va passer, on est à la fin du document, on va passer sur le dernier sondage. Le dernier sondage. Voilà, il est en ligne là. Donc, selon vous, est-ce que la pratique régulière de la communication non violente pourrait-elle avoir un impact sur la santé des collaborateurs? Donc, vous pouvez exprimer votre avis, soit oui, soit non. Pour l'instant, on est à 100% de réponses positives. Voilà. On a tous répondu? Quasiment oui. Oui, oui. Voilà. Alors au final, il n'y aura plus qu'à adopter un mode de communication non violent. Moi, j'ai envie de vous montrer le livre qui m'a beaucoup inspiré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont les murs, donc de Marshall Rosenberg. Ce livre-là, en fait, je le lis souvent. Alors, si vous voulez bien le remontrer, là j'ai mis en grand, voilà. Très bien. les mots sont des fenêtres. Voilà. Alors moi, je repars là-dessus souvent parce qu'en fait, dans ce livre, dans cet ouvrage-là, il y a tout un tas de vocabulaire qui est développé, en tout cas pour ne serait-ce que pour pouvoir exprimer ses sentiments. Je repars souvent dans ce livre-là. Il me sert de base pour savoir si j'ai observé avec bienveillance, si j'ai bien dit mes sentiments avec bienveillance, si j'ai fait une demande avec bienveillance. Il y a il y a des anecdotes qui sont sympas et il y a des expressions pardon qu'on peut prendre pour pouvoir justement répondre à une situation, surtout lorsque bah, elle est attaquante quoi. Lorsque une personne arrive et est en colère, bah voilà, on a le droit de s'apaiser et redire les choses. Alors, Raïssa, ce livre, c'est un peu comme un manuel, c'est quoi exactement? Alors oui, moi je l'utilise comme un manuel aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, c'est l'ouvrage dans lequel il va décrire concrètement, avec plus de mots, tout ce que c'est que ce processus non violent, tout simplement. D'accord. Donc, en fait, c'est un exposé de la théorie de la communication non violente Oui, avec des situations qui sont décrites avec des exemples concrets. voilà. Et en plus, concrète dans tous les milieux, j'ai envie de dire, hein. Dans les relations conflictuelles avec son conjoint, dans les relations conflictuelles D'accord. avec les enfants. C'est pas spécifique au monde du travail. Voilà. Et au final, on se rend compte que dans une situation conflictuelle, il y a deux personnes, il y a des interactions qui se jouent. Et donc, ces interactions-là, concrètement, bah, on peut y trouver sa réponse dans cet ouvrage-là. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Très bien. Merci beaucoup, hein, Raïssa, pour cette présentation. Alors, il y a déjà des questions qui sont arrivées. Il y a une personne que l'on va faire monter sur scène pour poser sa question. Mais avant, il y a une question que la personne souhaite que je relaye. Donc,
la question, c'est est-ce que c'est aussi la communication non violente, est-ce que ça a aussi pour objectif de responsabiliser la personne? Alors, moi, je dirais oui, quelque part. Parce que, en fait, responsabiliser dans le sens où ça va venir montrer à la personne qu'elle-même, elle peut être violente lorsqu'elle s'adresse à moi, tout simplement. Mm. Euh, et responsabiliser, en tout cas responsabiliser ses paroles. Voilà. Maintenant, responsabiliser dans le concret, donc dans les tâches quotidiennes du travail, je ne l'ai pas encore vu, en tout cas dans mon expérience professionnelle là aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Mais en tout cas, le retour, c'est que il y a des personnes qui sont beaucoup plus apaisées lorsque moi je m'adresse à elles et qui s'adressent pour le coup de manière complètement différente avec moi. D'accord. Comme je disais, c'est un processus, hein, c'est long. Hein. Mm, En fait, il faut modifier aussi des repères que l'on a où souvent l'éducation que l'on reçoit, le modèle que l'on a du travail peut être quelque chose d'assez directif, hein, et il faut faire tout un travail personnel de questionnement sur notre fonctionnement avec les autres dans la communication pour pouvoir arriver à ce type de fonctionnement-là. Alors, on Oui. a donc une intervenante, une participante Bonjour. bonjour, qui souhaite donc vous poser une question en direct. Alors, allez-y. Oui, Bonjour. bonjour. Rachel, Euh, allez-y. Vous m'entendez ou pas? On vous Oui. entend, oui, oui, Ok. oui. Alors, la petite question que j'avais, c'est par rapport à la communication non violente, si c'est la même à l'oral qu'à l'écrit. Parce qu'on a une interprétation, une interaction, de mon point de vue, beaucoup plus rapide à l'oral. Donc, on peut se reprendre plus facilement à l'oral. Que lorsqu'on envoie un message, et comme je suis en télétravail, bah, ça se ressent d'autant plus. On a un sentiment qui arrive par rapport à ce qu'on lit et par rapport aux mots qui sont employés. Et je pense qu'il y a une petite différence et de savoir comment le gérer. Oui. Raïssa? Alors, oui, je comprends très très bien ce que vous dites. Euh, alors, moi, je travaille également beaucoup par mail. Hein. Je reçois des mails des fois où, oui, en effet, je reçois de la violence dans l'écrit des mails ou alors euh, des choses, des exigences indirectement dites, en fait, écrites, pardon. Et alors, je reprends toujours. J'ai envie de reprendre toujours de manière non violente. Et je l'écris. C'est long, par contre. Je vous le dis, quand j'écris, c'est long. J'écris jamais juste un OK parce que je sais que de l'autre côté, on peut mal le percevoir. Mais je prends le temps de bien écrire, de bien exposer les choses. Et après, je renvoie et ben, je me sens bien. Maintenant, souvent, j'ai remarqué que quand j'écris de manière plus longue à une personne qui m'a écrit 3 mots pour me dire, par exemple, je dois avoir ça, je remarque que la personne va me répondre de manière plus construite. Et ben voilà, c'est ce que j'attends en fait, que la réponse de la personne soit de manière plus construite et qu'on considère aussi que le premier mail a pu me heurter véritablement. Voilà. Merci. Pas plus, c'est normal. Voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ou pas, Rachel, sur cette Non, réponse? moi ça me va bien. C'est vrai que Non? c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a et la problématique de la lecture et l'état d'esprit Oui, dans lequel on est nous-mêmes quand on lit un message qui peut être banal suivant l'état d'esprit qu'on peut avoir à ce moment-là. Si on est en oui. colère pour d'autres choses, on va reporter la colère finalement sur le mail ou le SMS qu'on va recevoir. Voilà, c'est le refus de responsabilité que je Ouais. parlais tout à l'heure, justement. On va rejeter la faute sur quelque chose d'autre, alors qu'au final, ça nous a heurté. On a le droit de le dire. Je comprends pas ton message, je comprends pas ton mail. On a le droit de dire ses sentiments, même par écrit. On a le droit de le dire. En tout Merci cas, beaucoup. dire vivement. Merci beaucoup pour cette question et vos réponses. Alors, moi, tout à l'heure, dans votre exposé, j'ai retenu deux mots qui me paraissaient intéressants et... attendez, je vais juste
Donc, il y avait la question de l'empathie et la question de la bienveillance. Et en fait, je me demandais plutôt, lorsque l'on fait preuve d'empathie, est-ce que c'est vraiment une garantie de bienveillance? Est-ce que, parce que Alors, finalement, moi, il me semblait que ça garantissait pas la bienveillance. La bienveillance est une action que l'on fait envers l'autre. On est bienveillant dans une action, dans des propos, etc. Et l'empathie, on est plutôt de l'ordre du sentiment. Et donc les deux peuvent s'associer, se rejoindre, mais c'est pas une garantie. alors, Ou est-ce que c'est une garantie? alors, j'aurais pas dit que l'empathie, c'est de l'ordre du sentiment, par contre. Justement, on doit se décentrer de nos sentiments, de nos jugements, de tout ça pour écouter les autres. Et en fait, c'est juste se mettre à la place de l'autre pour réellement comprendre ce qu'il ressent. Mais ce ne sont pas mes sentiments à moi que je mets dedans, par exemple. Vous parliez tout à l'heure de est-ce que empathie va avec bienveillance? Est-ce que c'est une garantie? Le fait d'être empathique, est-ce que c'est une garantie de bienveillance? Non, je le dirais pas comme ça. Je le dirais pas comme ça. Par contre, montrer de l'empathie à une personne, elle va venir se dire que bah voilà, elle m'a comprise et ça va la soulager de l'autre côté. Voilà, elle va avoir tendance à davantage se livrer de manière plus sereine et voilà. C'est pas automatique. C'est pas Voilà, c'est pas automatique. Voilà, mais si moi, mon but, c'est de me dire, j'ai envie qu'elle se sente bien, j'ai envie de me sentir bien aussi, je vais orienter, je vais reformuler pour que justement la personne, elle se sente bien et que moi, je me sente bien aussi de l'autre côté. D'accord. Mais c'est pas une garantie, hein. Oui. Je suis d'accord. Oui. Mais je suis animée par la bienveillance, donc forcément, je vais tendre vers cela. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez aussi, vous preniez l'exemple du salarié qui, je suppose, n'arrive pas à l'heure le matin. Et vous disiez, bah, plutôt que lui dire il faut que tu arrives vraiment à l'heure, il faudrait le formuler autrement. Oui. Est-ce que derrière la bienveillance, est-ce qu'il n'y a pas un risque de laxisme? Parce que l'exercice finalement de l'autorité du management nécessite quand même de décider des choses. On ne peut pas laisser tout le monde décider pour soi. Il faut bien qu'il y ait une direction dans le management, une direction d'équipe. Et est-ce que le risque n'est pas de tomber un peu du côté du laxisme? De la part du salarié, oui. Et des deux, je dirais. Et je dirais des deux, même celui du manager qui, sous couvert de bienveillance, finalement, n'oserait plus demander ce qu'il devrait demander quand même. Alors, ce serait dommage qu'avec la pratique régulière de la communication non violente, un manager ne réussisse pas à dire ce qu'il anime. Voilà. Oui. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, c'est de l'autre côté, si le message n'a pas été perçu correctement par le salarié, je pense que peut-être on n'a peut-être pas réussi, ou je ou d'autres, peu importe, n'a peut-être pas réussi à comprendre les réels besoins de cette personne-là. Ça se trouve, elle a un besoin qu'elle ne nous a pas dit. Moi, j'ai mon besoin, je lui ai formulé ma demande. Mais lui, ça se trouve, il y a quelque chose qu'il ne m'a pas dit. Ou il y a tout ça à devoir creuser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas quelque chose, là aujourd'hui, on sait que c'est observer, dire ses sentiments, dire son besoin et demander. C'est pas quelque chose que demain ou cet après-midi, on va prendre et puis on va se dire, bon, désormais, ça va être comme ça. Non. C'est tout un processus qui va être long. Qui va être long pour moi déjà de l'adopter et pour les personnes avec qui je vais travailler, de l'adopter également. Donc oui, on peut passer par des phases de laxisme, d'autres, mais oui. D'accord. Dans le début de votre intervention, sur la question de la violence dans la communication, en fait, moi, ça me faisait penser aux situations où il y a du malentendu, c'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose à une personne, pardon, celle-ci le prend comme quelque chose d'agressif, alors que ça ne l'est pas. Et donc, ça amène la question de la violence qui est perçue, parce que ça peut être très objectif. Quelqu'un peut être
objectivement violent, et puis il peut y avoir une perception, un sentiment que l'autre soit violent, sans forcément que ça soit ni son intention, ni réellement son mode de communication. Qu'en pensez-vous? Justement, en situation de travail, c'est quelque chose qu'on va rencontrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, on perçoit chez l'autre de la violence. Mais il faut le dire. Si on a observé quelque chose, il faut le dire, justement, parce que ça vient apaiser les tensions, petit à petit. Il faut le dire, il faut reformuler. Pardon? Justement, c'est la question que je me pose en fait, parce que la différence entre de la violence qu'on pourrait dire caractérisée et puis une violence perçue ou ressentie, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il faut dire à l'autre, j'ai l'impression, enfin, j'ai le sentiment quand même que tu es agressif ou que c'est quand même très violent ce que tu dis, en disant j'ai le sentiment, ou est-ce qu'il faut dire à l'autre, mais pourquoi tant de violence en fait? Alors, j'ai le sentiment, c'est pas exprimer son sentiment déjà. C'est son sentiment, c'est le sentiment, c'est ce que ça fait en soi en fait. J'ai le sentiment, c'est pas exprimer son sentiment. Par contre, je suis inquiet, je suis étonné, je suis, on exprime son sentiment. Quand on met le je, on exprime son sentiment. Et si on dit j'ai le sentiment que tu, déjà, on interprète déjà que l'autre a un sentiment. En fait, c'est replacer les choses. Donc forcément, dans une situation travail où les personnes, enfin moi ça m'arrive tous les jours, hein, où on va arriver, je peux te voir une minute, je suis pas encore arrivée, j'ai pas encore déposé ni mon sac ni quoi que ce soit, je vois déjà que la personne est énervée. Donc c'est important pour moi de poser les choses avec la personne et dire je vois que tu n'es pas bien, tout simplement. Et c'est un fait en fait. Je dis je vois que tu n'es pas bien. Déjà, ça descend d'un cran, souvent quand c'est comme ça. Je suis inquiète. Tu vas peut-être me parler de ce qui ne va pas. Déjà, je dis, bah voilà, je suis inquiète, je suis étonnée, je suis déçue, je le dis également, je suis déçue. Donc tout ça, ce sont des sentiments que j'exprime de plus en plus. Voilà. J'observe quelque chose qui me fait quelque chose, je le dis. D'accord. Et je continue après sur des besoins. D'accord, très bien. Merci Raïssa. On a une autre participante, Asia, qui est au Maroc, hein, c'est ça? Oui, Sébastien. Voilà, bonjour. Et qui souhaitait... Bonjour Raïssa, bonjour Sébastien. Déjà pour le choix de cette thématique, je trouve très intéressant. Et puis voilà, je vous écoute. Alors voilà, vous souhaitiez intervenir avec Raïssa sur une question particulière? Oui, justement, ma question était à quel degré la communication non violente peut-elle instaurer un climat de confiance dans des relations personnelles comme dans des relations professionnelles. Moi, par exemple, dans mon cas personnel, moi, je peux facilement me livrer à une personne qui a et puis me confier même à une personne qui adopte cette communication non violente, comme dans le milieu de travail, comme dans ma vie personnelle. Et donc, ma question, c'est voilà, à quel degré on peut instaurer un climat de confiance entre les gens, les personnes, les individus. Alors, c'est là où le pouvoir de l'empathie, alors vous le verrez dans ce livre, c'est là où justement l'empathie a toute sa place, justement pour pouvoir instaurer une relation de confiance. À vrai dire, je n'ai pas besoin d'aller loin dans ce livre-là pour parler longtemps donc, de tout ce qui est l'empathie. Mon métier de base d'assistante sociale me dit déjà que pour aider une personne, en tout cas, il faut instaurer. Donc déjà, ça c'est une première chose. Maintenant, pour pouvoir avoir l'adhésion d'une autre personne aussi, il faut instaurer ce climat de confiance. Et oui, mais surtout, tout ce qui est empathie. Dire les choses sans jugement, c'est important. Parce que la personne, elle se dira, ah, bon, bah, ça y est, tout est fait pour que je puisse me livrer à elle. Tout comme vous allez dire, bah, ça y est, j'ai instauré le climat qu'il fallait
pour que je puisse lui parler, pour que je puisse communiquer avec cette personne. Voilà. Oui, voilà. Vous avez compris un petit peu ce que… Oui, tout à fait, Raïssa. Je vous remercie pour votre éclaircissement et vos réponses. En tout cas, avec l'empathie, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à faire avec l'empathie. C'est pour ça qu'il y a les pouvoirs de l'empathie. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors parmi les participants? Alors, responsabiliser la personne. Voilà. Alors, très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Si, il y en a une autre qui arrive. Est-ce que, donc c'est Pascal qui demande si vous avez déjà rencontré une situation de non-communication volontaire ou blocage malgré la prise en compte des besoins avec patience. Alors, où est-ce que tu la vois? Je veux bien que vous la relisiez. Dans les questions, donc, est-ce que vous avez déjà rencontré une situation de blocage avec, malgré la prise en compte des besoins de l'autre, donc, et puis malgré le fait d'avoir été patient et d'avoir fait preuve de patience pendant la discussion avec la personne, et si oui, quels sont à votre avis les besoins, les outils à développer sur cette question-là? D'accord. Alors oui, j'ai déjà rencontré des situations de blocage et j'en rencontre un petit peu même. Oui. C'est quotidien en fait dans mon activité. Je rencontre des situations de blocage régulièrement. Comme je suis une personne je suis très 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 patiente avec les personnes et je m'exerce beaucoup à tout ce qui est reformulation. Parce que tant que j'ai pas compris, et j'explique à la personne que tant que j'ai pas compris ce qui la bloquait, je ne vais pas pouvoir bien comprendre sa problématique, par exemple. Je vais donner un exemple concret. Je travaille avec une jeune personne, elle est très jeune, et dont l'objectif, c'est qu'elle soit insérée au niveau professionnel. Donc voilà, elle a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et je pense qu'elle est remplie de capacités, cette personne. Elle est remplie de capacités. Seulement, il y a un blocage quelque part. Donc, je la vois régulièrement. Depuis le début, ça fait 8 mois que je travaille, 12 mois, pardon, que je travaille avec elle. Je la vois tous les mois et je n'ai su que le mois dernier quel était le blocage obstacle à son insertion professionnelle. Parce que ça a été un effort qui était long, des questionnements qui étaient longs, pour savoir ce qui la bloquait. Et concrètement, aujourd'hui, je sais que pour ce qui la bloque, dans l'action d'après, c'est son environnement familial. Vous voyez ce que je veux dire? Dès lors que j'ai su ce qui l'a bloqué dans son environnement familial, je peux continuer de travailler avec elle. Et maintenant qu'elle sait ce que je sais, il est beaucoup plus facile. Les interactions avec elle sont beaucoup plus faciles. Donc, elle me dit beaucoup plus facilement les choses. Et moi, pour le coup, je peux me permettre de lui donner, pour le coup, les meilleures orientations maintenant que je sais, en fait, le nœud du problème. D'accord. Mais ça mène une autre remarque parce que, en fait, l'employeur n'a pas à les questionner sur la vie privée, personnelle des salariés. Et donc, il faut que ça soit la personne elle-même qui vienne se confier à vous. Alors ça, c'est le rôle délicat des managers qui sont entre la vie privée et la vie à l'interface un peu de la vie privée et de la vie professionnelle. Alors, j'ai été assistante sociale en entreprise aussi. Donc oui, ces questions, aller dans la vie privée des personnes, travailler avec des managers qui les orientaient directement vers l'assistante sociale. Aujourd'hui, dans mon rôle de chargée d'accompagnement social et professionnel, je peux me permettre d'être, pour le coup,
de comprendre ce qui bloque dans la vie personnelle pour pouvoir avancer dans la vie professionnelle. Donc, je peux me permettre de reformuler, de poser toutes ces questions-là aux personnes parce que tant que je n'ai pas ce déblocage-là, on peut pas s'inclure correctement en fait dans la vie professionnelle. Voilà, avec ce Gen-Z, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pour répondre à la question de quel outil utiliser autre que la communication non violente, il peut y avoir donc les choses que développe le manager. Donc voilà, travailler de manière un peu plus participative avec plus un groupe de personnes pour le coup, pour pouvoir débloquer une situation. Voilà. D'accord. Il y a Anne qui demande comment on fait au téléphone quand la personne montre qu'elle est dérangée et vous répond quand même, par obligation justement. Parce alors, que là, on est dans une situation… Quand la personne fait quoi? En fait, quand la personne montre qu'elle est dérangée, qu'on perçoit que la personne, au téléphone, hein, quand on perçoit que la personne est dérangée et qu'elle répond quand même par obligation, est-ce que ça ne vient pas justement fausser les bases même de la communication non violente? Est-ce que la bienveillance, finalement, n'est pas un peu mise de côté à ce moment-là? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, la communication non violente, alors, comment dire? Moi, je vais prendre le temps de répondre, même si c'est 30 secondes et que je suis dérangée au téléphone, je suis occupée, je prends le temps d'expliquer à la personne. Merci de m'avoir appelé, mais je suis occupée pour le moment. Tout simplement. Et quand c'est dans le sens contraire, et quand justement c'est la situation opposée, c'est-à-dire que c'est la personne que vous appelez qui est visiblement dérangée, vous appelez pas au bon moment pour elle, et elle répond quand même, mais on la sent quand même dérangée par cet appel. Alors, soit on reformule la question et on redemande à appeler à un moment où c'est le plus opportun parce que on voit qu'elle est dérangée. Donc, peut-être que je vous dérange à ce moment-là. Là, on est moins dans la communication non violente. Hein. Là, c'est vraiment dans le bon sens. Si on a constaté qu'on dérangeait une personne au téléphone, tout simplement, on dit bon je vous appelle à un moment où vous êtes plus disponible. À quel autre moment je peux vous appeler? Tout simplement, en fait. Hein. Mais oui, oui. Oui, est-ce que ça peut être quelque chose qui est mis en place de façon presque systématique, c'est-à-dire que commencer l'entretien téléphonique par « est-ce que vous êtes bien disponible maintenant? Est-ce que je ne vous dérange pas là ?» Moi, c'est ce que je fais. C'est est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder, 2 minutes à m'accorder? Si la personne me dit non, il n'y a rien de plus honnête. Non, j'ai pas ce temps. Quand est-ce que je peux vous appeler? Tout simplement. Et on me redemande on me dit, m'a rappelé à 14h, appelez le lendemain, ou non, en fait, non, ne m'appelez pas du tout parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et je ne le prends pas mal, en fait, ce que je veux dire. C'est que j'ai posé les questions qu'il fallait et si de l'autre côté, la personne me dit non, ça ne m'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. D'accord. Arnaud pose une question. Malheureusement, je ne peux pas le faire monter sur scène parce que la connexion n'est pas suffisamment stable. Il vous demande si reconnaître une vraie valeur à l'expérience de l'autre, l'écouter sans jugement et avec attention, est-ce que ce n'est pas là finalement le point de départ de la mise en confiance pour pouvoir libérer la parole? Alors, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que ce n'est pas déjà répondre à son besoin? Simplement ça, est-ce que c'est déjà en partie répondre à un besoin? Mais alors, une personne, elle va formuler quelque chose, quoi qu'il arrive. Il est vrai que, comment dire, le climat dans lequel on va accueillir la personne, si une personne s'adresse à quelqu'un, c'est qu'il y a forcément quelque chose à transmettre. D'accord? Moi, je pars du principe comme ça. Donc, à part si réellement on a envie de faire preuve d'une grande empathie en disant bonjour, vous allez bien aujourd'hui. Mais si une personne vient me parler, c'est qu'elle a forcément quelque chose à me transmettre. Mais si au bout de 5 minutes, je vois qu'elle ne me dit toujours rien, et alors que je sens que la personne doit me dire quelque chose, je vais finir par lui demander, ça c'est sûr. Mais pour répondre un petit peu à la question d'Arnaud, oui.
qui disait que… Il disait en fait, est-ce que reconnaître une vraie valeur à l'expérience de l'autre, l'écouter sans jugement mais avec attention, est-ce que c'est le point de départ d'une mise en confiance qui permet de libérer la parole? Et il en faisait en fait comme hypothèse que c'était déjà répondre en partie à quelque chose de son besoin à l'autre. Alors, est-ce que dans son questionnement, il veut dire, au final, juste reconnaître la personne suffit, en fait, c'est ça? Plus que juste il disait reconnaître une vraie valeur à l'expérience de l'autre. Alors, pour moi, c'est compliqué de répondre à cette question-là. Je le dis concrètement, parce qu'en fait, j'ai besoin de plus d'éléments pour pouvoir répondre. En tout cas, j'aurais apprécié, par exemple… Arnaud, est-ce qu'il est possible de compléter la question? Monter sur scène. On ne peut pas, la connexion est trop instable. Alors, est-ce qu'il y a un moyen autre que… Le chat. On peut faire le chat autrement, Arnaud, si vous voulez. Ah. Bon, en attendant, sur cette question-là, alors sur le chat. Non. Ah oui, enfin, je crois que reconnaître une vraie valeur à l'expérience de l'autre, de l'écouter sans jugement, c'est déjà… Donc il dit que, en fait, il pense que lorsque l'on est un soignant, on n'a pas toujours les moyens de répondre aux besoins des personnes. Et donc, alors, le fait simplement d'écouter permet, selon lui, de répondre en partie aux besoins et d'apaiser l'autre. Alors ça, c'est quelque chose… Pardon, c'est quelque chose qu'on retrouve en psychothérapie où des fois simplement le fait de dire notre souffrance soulage déjà, et le fait que quelqu'un puisse l'écouter soulage. Alors dans la vie conjugale aussi, le fait de dire à son conjoint qu'on va mal, des fois on n'attend pas de solution du conjoint, simplement une écoute, je dirais, présente, active du conjoint, sans qu'il ait forcément la solution pour résoudre le problème que l'on a. Alors, est-ce qu'on doit écouter sans rien dire? Moi, c'est ma question. Parce que une personne qui parle à l'autre, elle attend une interaction. Quand on parle avec quelqu'un, c'est qu'on attend une interaction. Ah, Sébastien, tu as disparu de la scène. Oui, je vais réapparaître. Voilà. Quand on parle avec quelqu'un, on attend une interaction, en fait. Oui. Est-ce que juste apporter de l'écoute est suffisant, sans action derrière? J'en doute. Non, c'était peut-être plutôt dans une démarche de conditions premières à pouvoir communiquer avec l'autre, simplement déjà offrir une écoute qui soit peut-être active et vraiment présente, incarnée, et déjà un premier pas qui parfois amène un soulagement chez les personnes. Et il parle aussi, alors là pour le coup, il répond sur les questions. Et il dit que l'interaction se joue aussi dans les regards, dans les relances. Et là, évidemment, il parle d'écoute active. Et en fait, il y a aussi la communication non verbale qui est engagée. Et finalement, on pourrait se poser la question, dans la communication non violente, la communication non verbale trouve aussi une place importante. Oui, tout à fait. Alors moi, dans mes fonctions de recrutement, beaucoup tout ce qui est communication non verbale, justement, parce que ça vient également déceler un peu et faire parler ce qui n'est pas, ce qui ne sort pas en fait de la bouche très concrètement. Mais oui, la communication non verbale a aussi sa vertu, mais elle est complètement différente de la communication non violente en fait. La communication non verbale va nous permettre de déceler des problèmes beaucoup plus profonds, en fait, ou des problèmes cachés, en partie, bien évidemment. Tandis que la communication non violente, il faut l'exprimer, il faut exprimer ce qu'on ressent. Voilà.
Je reviens à la question de l'écoute. Oui. Peut-être que je n'ai pas insisté là-dessus, mais la question de l'écoute est très, très, très importante parce qu'on doit écouter. Mais comment est-ce qu'on sait que l'autre personne a bien écouté, bien compris en fait ce qu'on essaye de dire? Ça nécessite, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas d'écoute sans action derrière. Ça nécessite de reformuler, ça nécessite de comprendre véritablement ce que veut dire la personne. Donc, peut-être dans vos fonctions, hein, Sébastien, vous le voyez aussi, vous pratiquez l'écoute active, vous pratiquez la reformulation pour bien comprendre la situation de l'autre. Et oui, en effet, il a tout à fait raison quand il disait, mais c'est peut-être la chose première qui permet à l'autre aussi de se sentir bien. Oui, mais pas que. La personne qui vient parler à nous a besoin, en tout cas, de savoir que l'autre a bien compris. La place de l'empathie est importante. Ça découle. Enfin, ce sont deux choses qui sont ensemble. On ne peut pas dire je montre de l'empathie sans avoir écouté la personne. Voilà. Donc, écoute, empathie, et pour moi, il doit y avoir une action derrière. D'accord. Donc, en fait, il y a plusieurs, j'allais dire, paramètres qui sont mobilisés dans la communication non violente et qui ont comment dire, des incidences différentes mais concordantes en fait, qui participent au même but, au même projet. Oui. On est d'accord que le but, c'est la bienveillance de chacun. Voilà. C'est la bienveillance de chacun, et puis c'est surtout rentrer chez soi en se disant j'ai dit ce qu'il fallait et j'ai reçu ce qu'il fallait, je suis bien. Voilà. Et, mais oui, il y a des fois où on a juste besoin de parler de l'observation, de dire observer ça. Ça ne nécessite pas forcément de découler et sur le sentiment et sur un besoin particulier. Voilà. Une situation peut juste nécessiter de parler du besoin que ça procure en nous en ce moment-là. Voilà, simplement. Et souvent, on dit que les sentiments et les besoins vont ensemble. D'accord. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? J'en vois pas d'autres qui arrivent. Oui, moi non plus. Ouais. Arnaud fait une remarque, il dit qu'en psychothérapie institutionnelle, en fait, on dit qu'on ne peut pas soigner l'autre sans son aide. On a besoin de l'aide de la personne que l'on va soigner pour pouvoir l'aider et la soigner. Oui. Voilà. Eh ben, en travail social, exactement, on ne peut pas travailler avec une personne, l'aider à sortir de ses problématiques sociétales si elle-même, elle nous aide pas non plus. Donc, au final, on est un petit peu, on a des thématiques, on a des outils différents, je pense, que ce soit en psychothérapie ou dans le milieu du travail social. L'objectif, c'est le même, c'est que la personne réussisse à s'aider elle-même après. C'est juste un support. L'assistante sociale, elle est juste un support. Moi, aujourd'hui, je suis juste je suis un tremplin. D'ailleurs, le dispositif s'appelle tremplin. Moi, je suis juste un tremplin pour les autres, quoi. Donc, oui, je suis d'accord avec ça. Alors, une autre question arrive. C'est Arnaud qui complète, ou alors il dit que soigner dans son sens le plus large, dans le sens de répondre à des besoins. En fait, il parle de cette question-là. Et il dit que selon lui, les assistantes sociales sont aussi des personnes qui sont des personnes soignantes. Elles contribuent à soigner quelque chose de l'autre. Oui, on soigne les problématiques sociétales. Mais des fois, c'est plus que ça, parce que des problématiques sociétales ont parfois des impacts psychiques quand même très importants. Ça peut déprimer, ça peut atteindre vraiment les personnes. Oui, et dans mon rôle d'assistante sociale du travail dans lequel j'étais avant, on était donc ça en fait, dans les deux. Par exemple, tout ce qui est burn-out, on était beaucoup, on intervenait donc beaucoup sur ces questions, sur ces problématiques-là. Enfin, je veux dire, on recevait les salariés en burn-out, hein, honnête, et puis on faisait également l'interface avec un employeur en disant bon voilà, je sais pas quelle est votre organisation, quelles sont les conditions de travail chez vous, mais en tout cas il y a quelque chose qui a un impact sur les salariés, tant
psychologiquement. Donc voilà, on a un relais. Mais oui, en effet, l'assistante sociale, bon, on est dans les soins. Je ne peux pas dire non, mais par contre, on n'est pas des médecins, quoi. Oui, bien sûr. Comme il dit, il est dans le soin le plus, dans le soin le plus large possible. Oui, c'est au sens large, oui. Voilà. Prendre soin de l'autre. Oui, c'est vrai, on va prendre soin de l'autre. On est des spécialistes de la résolution de problèmes, je vais dire ça comme ça. D'accord. Il y a un responsable de ressources humaines qui m'a posé la question, enfin qui m'a fait la remarque il y a quelques jours en discutant de cette session d'aujourd'hui. Et il me disait, c'est étonnant que l'on parle de la communication non violente en entreprise, qu'il faille former les gens à ça. C'est comme si ce n'était pas naturel. Et ça amène à se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Comment l'organisation est structurée pour que finalement, il semblerait que la communication soit plutôt à tendance violente et qu'il faille mettre en place des outils pour la rendre non violente. Moi, j'ai presque envie de dire qu'à force d'avoir des salariés qui sont en burn-out, en arrêt maladie, à un moment, il faut que l'entreprise se pose des questions en se disant, mais qu'est-ce qui se passe en fait, concrètement? Et si on fait son enquête et tout ça, bon là, pour le coup, je prends ma casquette un petit peu santé, qualité du travail, où je me dis, mais attention, il y a quand même des problématiques, il y a des personnes qui partent en burn-out, il y a des personnes qui ont des pressions depuis très longtemps. Si l'entreprise, ça lui pose aucun souci, c'est bien dommage, parce que au final, c'est peut-être, je sais pas, il y a un mauvais quelque chose qui se déroule, qui a un impact sur la santé des salariés. Si on a envie d'aller donc dans le sens de construire un univers de sentiments positifs pour ces salariés, eh ben, on peut déjà commencer par se dire, bon, on va vous donner les outils pour pas mieux manager les humains, mieux manager les humains. Parce qu'aujourd'hui, on a des managers qui savent très, très bien, qui sont des parfaits techniciens, des parfaits ingénieurs, mais qui ne savent peut-être pas manager les humains. On est tous différents, on a tous des caractères différents et on perçoit des ordres tous d'une manière différente et qu'on ne prend pas le temps de connaître toute son équipe correctement, on ne peut pas être bienveillant et on ne peut pas dire les choses de manière plus bienveillante en tout cas. Voilà. Finalement, la communication non violente, c'est un outil pour la qualité du travail. Vous prêchez une convaincue. D'accord. Moi, ça contribue à ma bonne qualité de vie au travail. Voilà. Travailler. Voilà. Tout simplement. D'accord. Je sais que c'est comme si je véhicule cela et je le reçois aussi en retour. Par moment. Par moment, il faut juste revoir les choses un petit peu, mais oui, je reçois aussi cette bienveillance en retour. Parce que je la communique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Raïssa Magondji, pour cette intervention sur la communication non violente en entreprise. L'enregistrement sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.